Elle a élevé la fille pendant 30 ans. Puis une étrangère est arrivée et a révélé la vérité avant le mariage. Bon retour et profitez de l'histoire. La vie paisible de Nathalie, une enseignante retraitée de 62 ans, s'écroule. Pendant les préparatifs du mariage de sa fille adoptive, lorsqu'une mystérieuse femme apparaît, prétendant être la mère biologique. Figée à l'entrée de sa cuisine, Nathalie observe sa fille Hélère, qui essaie sa robe de mariée. La lumière se reflète sur la broche ancienne épinglée au corsage. Un héritage familial transmis de génération en génération. Après 30 ans à élever Hélère comme sa propre fille, Nathalie peut à peine croire que la belle femme devant elle est issue de la petite fille effrayée qu'elle avait autrefois accueillie dans sa maison lors de la pire tempête de l'histoire de la ville. La sonnette retentit, interrompant ce moment parfait. Une femme se tient là, trempée par la pluie et tremblante. « Je m'appelle Françoise, » dit-elle, « et je crois que vous avez élevé ma fille. » La révélation envoie des ondes de choc à travers leur paisible ville côtière de Marseille. Nathalie avait toujours cru qu'Hélère avait été légalement abandonnée à l'hôpital local, où elle était bénévole pendant la grande inondation de 1993. Les dossiers de l'hôpital avaient été endommagés et une assistante sociale bien intentionnée mais débordée avait facilité l'adoption quand aucune famille ne s'était manifestée. Maintenant, tout ce que Nathalie pensait savoir s'effondre sous ses pieds. « Non, ce n'est pas possible », murmure Nathalie, sentant ses jambes faiblir sous le poids de cette révélation. Elle s'agrippe au cadre de la porte, son regard alternant entre la femme trempée sur le seuil et Hélère, qui se tient maintenant dans l'encadrement de la porte du salon, sa robe de mariée scintillant sous la lumière tamisée. « Maman, qui est-ce » demande Hélère, son visage reflétant la confusion, qui règne désormais dans la pièce. Françoise, malgré sa posture fragile, a quelque chose de déterminé dans le regard. « Je sais que c'est un choc. Croyez-moi, je n'aurais jamais, mais j'ai passé tant d'années à chercher... » Sa voix se brise. Dans ses mains tremblantes, elle tient une enveloppe jaunie. Nathalie trouve sa voix, bien que celle-ci semble provenir d'un endroit lointain. « Hélère, va dans ta chambre, s'il te plaît. » « Mais maman, s'il te plaît. » Le ton de Nathalie ne laisse place à aucune discussion. Une fois Hélère partie, Nathalie invite Françoise à entrer, non par hospitalité, mais par nécessité. Les voisins commencent déjà à jeter des regards curieux depuis leurs fenêtres. Le quartier du Panier à Marseille est connu pour ses rues étroites et ses commérages rapides. Dans la cuisine, Françoise dépose délicatement l'enveloppe sur la table. Elle en sort une photo jaunie par le temps d'un bébé aux cheveux bouclés et aux grands yeux bruns, des yeux identiques à ceux d'Hélère. À côté de la photo, un bracelet d'hôpital. « Hélère Marie Bernard », lit Nathalie sur le bracelet, sentant le monde vaciller sous ses pieds. Son nom était Hélère. J'avais 16 ans, commence Françoise. La tempête, l'inondation. J'étais au centre commercial quand les eaux ont commencé à monter. Nous avons été séparés dans la panique. Quand je me suis réveillé à l'hôpital 3 jours plus tard, on m'a dit qu'aucun bébé correspondant à sa description n'avait été trouvé. Nathalie s'assoit lourdement. Les autorités ont cherché sa famille. Personne n'est venu la réclamer. J'étais bénévole là-bas et elle s'accrochait à moi comme si j'étais son dernier espoir. À l'étage, Hélère, qui n'avait pas obéi à l'ordre de sa mère, se tient dans l'ombre de l'escalier, écoutant des bribes de conversation qui redéfinissent son existence entière. Le tissu délicat de sa robe de mariée froisse sous ses doigts crispés, tandis que son monde s'effondre silencieusement autour d'elle. Dans les jours qui suivent, le petit appartement de Nathalie, niché au cœur du quartier historique de Marseille, devient un champ de bataille silencieux. Hélère, initialement dévastée par la nouvelle, refuse de voir Françoise. Ses plans de mariage sont plongés dans le chaos alors qu'elle remet en question toute son identité. Son fiancé, Ruben, se tient à ses côtés, mais même lui ne peut comprendre pleinement la profondeur de sa confusion. Les traits de caractère déterminants d'Hélère émergent pendant cette crise. Sa fidélité farouche envers Nathalie,
son esprit analytique qui cherche constamment des réponses et sa remarquable résilience face à l'adversité. Pourtant, intérieurement, elle lutte contre un conflit profond, le désir de connaître ses racines biologiques tout en craignant que cette nouvelle connexion ne trahisse d'une certaine manière la femme qui l'a élevée. Je ne comprends pas pourquoi elle arrive maintenant à quelques mois de mon mariage, lance Heller en faisant les 100 pas dans le petit salon aux murs terracotta que Nathalie a décoré de poteries qu'elle a elle-même façonnées. 30 ans. Où était-elle pendant 30 ans? Nathalie, assise rigidement sur le canapé usé, observe sa fille avec des yeux qui n'ont pas connu de sommeil véritable depuis l'apparition de Françoise. Elle dit qu'elle t'a cherché, qu'elle était trop jeune à l'époque pour s'opposer à sa famille, qui l'a envoyée dans un autre pays. Et tu la crois? Heller s'arrête net, ses yeux brillants de larmes contenues. Tu crois vraiment qu'elle a le droit de débarquer comme ça et de tout détruire? Je ne sais pas quoi croire, admet Nathalie, sa voix trahissant pour la première fois l'ampleur de sa propre détresse. Mais les documents qu'elle a apportés semblent authentiques, et ton bracelet de naissance... Heller s'effondre dans un fauteuil, enfouissant son visage dans ses mains. Je ne veux pas la voir. Je ne veux pas qu'elle fasse partie de mon mariage, de ma vie. Tu es ma mère, la seule que j'ai jamais connue ou désirée. Nathalie traverse la pièce pour prendre sa fille dans ses bras, mais il y a une distance entre elles que même cette étreinte ne peut combler. Un gouffre rempli de questions sans réponse et de vérités à demi révélées. Au même moment, Françoise s'installe dans un petit appartement qu'elle a loué donnant sur la baie de Marseille. Depuis son balcon, elle peut apercevoir la silhouette majestueuse de Notre-Dame de la Garde qui domine la ville. Contrairement à la sainte patronne qui veille sur les marins, Françoise ne sait pas comment naviguer dans ces eaux troubles. Elle déballe soigneusement une boîte contenant des photos, des dessins d'enfants et des lettres jamais envoyées. 30 ans de souvenirs d'une enfant qu'elle n'a pas vue grandir. Donne-lui du temps, lui avait conseillé son amie Martine au téléphone ce matin. Tu ne peux pas t'attendre à ce qu'elle t'accueille à bras ouverts après toutes ces années. Françoise trace du doigt le contour d'une photo particulière, celle d'une petite fille de 3 ans aux boucles brunes, prise quelques jours avant la tempête fatidique. « Je ne m'attends à rien », murmure-t-elle. « Je veux juste la connaître, même si ce n'est que de loin. » Mais la vérité est plus complexe. Françoise, maintenant styliste textile reconnue, a passé des années à rechercher sa fille perdue, consultant des détectives privés, fouillant des archives d'hôpitaux, suivant chaque piste aussi ténue soit-elle. Sa vie entière a été façonnée par cette perte. Ses choix de carrière, ses relations éphémères, son refus d'avoir d'autres enfants. Retrouver Heller représente la fin d'un chapitre de douleur, mais aussi le début de quelque chose, d'effrayant et d'inconnu. Pendant ce temps, Nathalie affronte ses propres démons. Le centre communautaire où elle fait du bénévolat devient son sanctuaire alors qu'elle traite sa peur de perdre sa fille. Ses cours de poterie, autrefois source de joie, servent maintenant de thérapie, tandis qu'elle façonne l'argile de ses mains tremblantes. Les traditions côtières de ses ancêtres provençaux, l'allumage rituel de bougies en temps de trouble et les plats réconfortants qu'elle prépare deviennent plus prononcés alors qu'elle s'accroche à ce qu'elle connaît. Un mardi, après-midi, alors que le Mistral souffle sur la ville, Nathalie est surprise de trouver Simone, la directrice du centre communautaire, l'attendant avec un air préoccupé. Françoise Bertrand a proposé d'animer un atelier de textile ici, annonce Simone sans préambule. Je ne savais pas qui elle était quand j'ai accepté. Elle est plutôt connue dans son domaine, apparemment. Nathalie pose son sac de terre glaise avec une lenteur délibérée. Et maintenant que tu sais. Simone, une femme pragmatique aux cheveux argentés qui a dirigé le centre pendant plus de 2 décennies, hésite. C'est à toi de décider. Si c'est trop difficile, je peux annuler. Nathalie regarde par la fenêtre les oliviers qui se plient sous le vent violent. Comme eux, elle doit apprendre à plier sans se briser. Non, décide-t-elle finalement. Laisse-la venir. Heller, initialement furieuse lorsqu'elle apprend cette décision,
trouve un exutoire dans son travail d'architecte. Elle se plonge dans les plans de rénovation d'un vieux moulin à huile dans l'arrière-pays provençal, passant de longues heures au bureau pour éviter de rentrer à la maison où Nathalie pourrait vouloir discuter de Françoise. Ruben, professeur d'histoire au lycée local, s'inquiète de plus en plus pour sa fiancée. « Tu ne peux pas fuir indéfiniment », lui dit-il doucement un soir, alors qu'il marche le long du vieux port, les lumières de la ville se reflétant dans l'eau sombre. Cette femme, qu'on le veuille ou non, fait partie de ton histoire. Je ne fuis pas, proteste Heller, bien que le tremblement de sa voix trahisse son mensonge. J'essaie juste de préserver ce qui reste de ma vie avant qu'elle ne la détruise complètement. Ruben s'arrête, prenant son visage entre ses mains. Sous la lumière des réverbères, ses yeux débordent d'amour et d'inquiétude. Rien ne peut détruire qui tu es, Heller, pas même la vérité. Ces mots résonnent en elle alors qu'elle rentre chez elle cette nuit-là. Dans le petit bureau qui était autrefois sa chambre d'enfant, elle ouvre le tiroir du bas de son ancienne commode, celui où elle garde ses trésors d'enfance. Parmi les dessins maladroits et les petits cadeaux fabriqués pour Nathalie, elle trouve une vieille peluche rapiécée, un lapin bleu qu'elle a depuis aussi longtemps qu'elle s'en souvienne. Elle l'avait avec elle lorsque Nathalie l'a trouvé, le seul lien tangible avec sa vie d'avant. Pour la première fois, Heller se demande si ce jouet usé pourrait être un cadeau de Françoise. Cette pensée, aussi simple soit-elle, ouvre une porte qu'elle avait désespérément essayé de maintenir fermée. Si tu aimes l'histoire, tape 5 dans les commentaires et abonne-toi pour plus de vidéos comme celle-ci. Sinon, tape 0, cela m'aide à créer un contenu encore meilleur pour toi. On continue. Le premier atelier de Françoise, au centre communautaire, attire une foule inattendue. La nouvelle de son arrivée en ville et de sa connexion avec Nathalie et Heller s'est répandue comme une traînée de poudre dans le quartier. Parmi les participants, beaucoup sont venus par simple curiosité, espérant apercevoir la femme qui a provoqué tant de remous. Nathalie, déterminée à maintenir une façade de normalité, travaille sur son tour de potier dans une salle adjacente, les mains couvertes d'argile et l'esprit en tumulte. Par la porte entr'ouverte, elle entend la voix douce mais assurée de Françoise qui explique les techniques de teinture naturelle des tissus. Ces couleurs viennent directement de notre terre, de nos plantes, explique Françoise, tenant un échantillon de soie teinte dans des nuances de bleu indigo. Elle raconte des histoires que les teintures chimiques ne peuvent pas raconter, des histoires d'enracinement, de tradition, de connexion avec ce qui était là avant nous. Les mots résonnent involontairement en Nathalie. Elle se rend et compte que sa propre passion pour la poterie vient du même désir de connexion, avec la terre, avec l'histoire, avec quelque chose de plus grand qu'elle-même. Cette réalisation est à la fois réconfortante et troublante. À la fin de l'atelier, alors que les participants s'attardent autour de Françoise, Nathalie rassemble son courage et entre dans la pièce. Un silence soudain tombe, tous les yeux se tournant vers les deux femmes. Françoise, en plein milieu d'une démonstration, lève les yeux et rencontre le regard de Nathalie. Pendant un moment qui semble s'étirer indéfiniment, personne ne parle. « Votre technique est impressionnante », dit finalement Nathalie, brisant le silence. « J'aimerais en savoir plus sur ces teintures naturelles. Pour mes céramiques, ce n'est pas exactement une offre d'amitié, mais c'est un début, un petit pont jeté par-dessus un abîme immense. Dans les semaines qui suivent, Heller commence à recevoir de petites enveloppes à son bureau d'architecture. Chacune contient une photo ou un souvenir. Françoise a 16 ans, enceinte et rayonnante malgré son jeune âge. Le bracelet de naissance d'Heller, une mèche de cheveux de bébé, un dessin d'enfant avec « Pour mon bébé » griffonné au dos. Ces aperçus d'un passé qu'Heller n'a jamais connu l'effraient et la fascinent à la fois. Un jour, elle trouve, sur son bureau, une enveloppe contenant une photo du vieux lapin bleu, neuf et brillant, tenu par une Françoise adolescente au sourire rayonnant. « Il s'appelait Monsieur Bleu », dit une voix derrière elle. Heller se retourne brusquement pour
trouvait Françoise debout à l'entrée de son bureau, l'air incertain et vulnérable. « Comment êtes-vous entré ici ?» demandait Hélère, son cœur battant si fort qu'elle peut à peine entendre sa propre voix. « Ta collègue Josette m'a laissé entrer. Elle pense que nous devrions parler. » Françoise fait un pas hésitant. « Je peux partir, si tu veux. » Hélère regarde la photo, puis la femme. Le lapin bleu a été son compagnon constant pendant son enfance, témoin silencieux de ses joies, de ses peines, de ses rêves. Savoir qu'il venait de Françoise change quelque chose en elle. « Non, dit-elle lentement, restez. Mais elle peut pas vous promettre. Je ne sais pas ce que vous attendez de moi. » « Rien, répond Françoise avec une sincérité désarmante. Je n'attends rien. Je veux juste que tu saches que je ne t'ai jamais abandonné volontairement, que je t'ai cherché toutes ces années, et que je suis reconnaissante envers Nathalie pour t'avoir donné la vie que je n'aurais pas pu t'offrir à 16 ans. Ces mots touchent Hélère plus profondément qu'elle ne l'aurait cru possible. Pour la première fois, elle considère la possibilité que l'arrivée de Françoise dans sa vie n'est pas une menace pour sa relation avec Nathalie, mais peut-être quelque chose de différent, quelque chose qu'elle n'est pas encore prête à nommer. Pendant ce temps, les préparatifs du mariage reprennent, mais avec des complications. La future belle-mère d'Hélère, Véronique, initialement chaleureuse, remet maintenant en question la stabilité des antécédents d'Hélère. Lors d'un dîner particulièrement tendu chez les parents de Ruben, Véronique ne peut s'empêcher de faire des remarques à peine voilées. « C'est tellement inhabituel, cette situation avec ta mère biologique qui réapparaît », dit-elle en découpant délicatement son filet de dorade. « J'imagine que cela doit compliquer les plans de mariage. Qui va te conduire à l'hôtel, par exemple ?» Ruben pose bruyamment son verre. « Maman, ça suffit. » Mais le mal est fait. Hélère, qui avait lutté pour maintenir sa composure toute la soirée, sent les larmes lui monter aux yeux. « Excusez-moi, » murmure-t-elle, avant de quitter précipitamment la table. Dans le jardin élégant des Moreau, Hélère respire profondément, l'air parfumé de lavande, essayant de calmer les battements erratiques de son cœur. Ce préjugé devient le premier obstacle significatif qu'Hélère doit surmonter. La première indication que le monde extérieur ne comprendra peut-être pas la complexité de sa situation. Le deuxième obstacle émerge quelques jours plus tard, lorsque des dossiers médicaux révèlent qu'Hélère souffre d'une condition génétique qui explique ses difficultés de longue date avec l'anémie, une information qui aurait pu l'aider des années auparavant si elle avait connu son histoire biologique. « Tu aurais dû me le dire », accuse-t-elle Françoise lors d'une rencontre tendue au café du Vieux-Port. « J'ai passé des années à lutter contre cette fatigue chronique sans savoir pourquoi. » Françoise, visiblement bouleversée, secoue la tête. « Je ne savais pas. La condition s'est manifestée chez moi après ta naissance. Si j'avais su que tu étais vivante, que tu étais quelque part, j'aurais... » « Mais vous ne l'avez pas fait, » coupe Hélère, sa colère alimentée par des années de traitements inefficaces et de questions sans réponse. « Vous avez abandonné, vous avez continué votre vie. »« Non, je n'ai jamais abandonné, » répond Françoise, sa voix tremblante mais déterminée. Elle sort de son sac un épais dossier. Voici chaque recherche, chaque lettre aux hôpitaux et aux services sociaux, chaque piste que j'ai suivie pendant 30 ans. Je n'ai jamais cessé de te chercher, pas un seul jour. Hélère fixe le dossier, incapable de l'ouvrir mais incapable aussi de nier son existence. Pour la première fois, elle est confrontée à la possibilité que la souffrance de Françoise puisse être aussi profonde que la confusion qu'elle ressent maintenant. Alors que l'automne s'installe sur Marseille, Nathalie prend une décision surprenante. Elle invite Françoise à enseigner un atelier régulier au centre communautaire, sachant que cela les amènera à interagir fréquemment. Les deux femmes commencent une amitié hésitante, liée par leur amour pour Hélère, mais séparée par un ressentiment tacite. Un jour, alors qu'elles préparent ensemble l'espace pour leurs ateliers respectifs, Nathalie rompt le silence. « Elle gardait ce lapin bleu sous son oreiller, dit-elle doucement. Même adolescente, elle prétendait que c'était juste une habitude, mais je savais qu'il représentait quelque chose de plus profond pour elle. » Françoise s'immobilise, une émotion brute traversant son visage.
Je l'avais cousu moi-même. Ma première création. Textile. Je voulais qu'elle ait quelque chose fait uniquement pour elle. Nathalie hoche la tête, reconnaissant le droit de Françoise à se souvenir. Elle a toujours eu un talent naturel pour le dessin et les couleurs. Maintenant, je sais d'où cela vient. De toi aussi, répond Françoise. L'art que tu crées, c'est extraordinaire. Tu lui as donné une appréciation de la beauté que je n'aurais jamais pu lui offrir à 16 ans. Ce moment de reconnaissance, mutuelle bien que bref, marque un tournant dans leur relation compliquée. Pendant le festival annuel des Lumières de la ville, Nathalie et Françoise se retrouvent côte à côte, allumant des lanternes à libérer dans le ciel nocturne. Une tradition destinée à honorer les connexions qui transcendent le monde physique. Dans le ciel étoilé au-dessus du vieux port, les lanternes montent lentement, portant les espoirs et les prières de ceux qui les ont lancées. Et l'air, qui a décidé au dernier moment de rejoindre la célébration, observe de loin sa mère et cette femme qui partage son sang debout ensemble dans la lueur vacillante des lanternes. Quelque chose s'éveille en elle, une compréhension que peut-être, juste peut-être, il y a de la place dans sa vie pour les deux femmes. Dans la cuisine sombre de Ruben plus tard cette nuit-là, alors qu'ils partagent une bouteille de vin rouge, Heller partage cette révélation naissante avec son fiancé. C'est comme si j'avais passé ma vie à respirer avec un seul poumon, sans savoir que je pouvais utiliser les deux. Ruben sourit, caressant doucement sa joue. L'amour n'est pas une ressource limitée, Heller. Avoir plus de personnes qui t'aiment ne diminue pas l'amour de ceux qui t'aimaient déjà. Ces mots simples mais profonds résonnent en elle dans les jours qui suivent. Avec hésitation, elle commence à répondre aux tentatives de contact de Françoise. D'abord par de brefs messages textes, puis par des conversations téléphoniques prudentes, et finalement par un déjeuner où, pour la première fois, elle parle vraiment, non pas comme une mère et une fille, mais comme deux femmes essayant de se comprendre. « Je ne savais pas que j'étais supposé porter un couteau à l'avance », dit Heller un soir à table, alors qu'ils avancent dans la saison. « Est-ce que tu vas apparaître pour tous mes anniversaires maintenant ?» Le ton sarcastique ne parvient, et pas à dissimuler complètement la vulnérabilité qui se cache derrière les mots. Françoise tâtonne toujours avec précaution autour des bords de la nouvelle relation délicate qu'elle est en train de construire. « Je vais être là aussi, longtemps ou aussi peu que tu le souhaiteras, » répond-elle après une pause. « Je n'ai pas le droit de vous imposer ma présence, ni à toi, ni à Nathalie. Mais je ne disparaîtrai pas à nouveau, sauf si tu me le demandes explicitement. » Heller joue avec sa nourriture, son esprit luttant contre des émotions contradictoires. « Pourquoi êtes-vous venu à Marseille? Je veux dire, pourquoi pas Lyon ou Paris? J'ai toujours eu l'impression que tu étais près de la mer, » répond Françoise avec un petit sourire. « C'est ridicule, je sais. Mais chaque fois que je regardais l'océan, je me demandais si tu le regardais aussi. Alors j'ai commencé à chercher dans les villes côtières. » Elle hésite. « Et pour être honnête, mon travail de consultante en textile me permet de vivre n'importe où. J'ai des clients dans toute l'Europe. »« Et après le mariage ?» demande Heller, formulant enfin la question qui la hante. « Quand vous aurez été à mon mariage, vous aurez vu que je vais bien, que j'ai une belle vie. Que ferez-vous alors ?» La question est chargée, et Françoise prend son temps pour répondre. « Après le mariage, je continuerai à vivre ma vie, comme je l'ai toujours fait. Mais maintenant, ma vie inclut la connaissance que ma fille est en vie, qu'elle est heureuse, qu'elle a été aimée. Et si je suis chanceuse, peut-être que cette vie inclura occasionnellement un appel téléphonique, un café, une carte pour mon anniversaire. Ou peut-être pas. C'est ton choix, Heller. Ça l'a toujours été. » La sincérité de ses paroles touche quelque chose de profond en Heller. Pour la première fois, elle voit clairement que Françoise ne demande pas à remplacer Nathalie, ni à revendiquer une place qui ne lui appartient pas. Elle demande simplement à être reconnue, à faire partie de la vie d'Heller d'une manière qui respecte les 30 années de maternité de Nathalie. Ce soir-là, avant de se coucher, Heller appelle sa mère et lui dit simplement, doucement: « Je crois que je comprends maintenant qu'avoir Françoise dans ma vie ne signifie pas que je t'aime moins. » Le silence à l'autre bout de la ligne est profond,
remplie de toutes les peurs non exprimées de Nathalie. Mais finalement, elle répond d'une voix rauque d'émotion. « Je sais, ma chérie, je crois que je commence à le comprendre aussi. » L'hiver apporte des alliés inattendus. La sœur de Nathalie, Ursula, revient de son poste diplomatique à l'étranger et offre une perspective basée sur son expérience des adoptions internationales. Lors d'un dîner familial tendu mais nécessaire, elle partage sa sagesse acquise au fil des ans. Les familles sont rarement aussi simples que les arbres généalogiques le suggèrent, dit-elle, servant du vin à toutes les personnes présentes. Nathalie, Hélaire, Ruben et, de façon surprenante, Françoise, qui a été invitée à la dernière minute. Les racines s'entremêlent, les branches se croisent. Ce qui compte, c'est la force des liens, pas leur origine. La grand-mère de Ruben, Gisèle, la matriarche d'une famille marseillaise traditionnelle, devient étonnamment la plus fervente défenseur de Françoise, reconnaissant en elle la même détermination dont elle a eu besoin en tant que jeune mère. Lors d'une après-midi particulièrement froide, alors que Gisèle et Françoise se retrouvent par hasard seules dans la cuisine des Moreau, la vieille dame partage une histoire qu'elle n'a racontée à personne d'autre. « J'ai dû laisser mon premier enfant à ma sœur pendant presque 2 ans, confie-t-elle, ses mains ridées préparant mécaniquement une pâte à tarte. Mon mari était malade, nous n'avions pas d'argent. Quand j'ai pu finalement le reprendre, il m'appelait tante et pleurait pour ma sœur. » Elle jette un regard perçant à Françoise. Personne ne comprend ce que c'est de perdre un enfant de cette façon, ni vraiment mort, ni vraiment perdu, mais hors de portée. Françoise, touchée par cette confidence inattendue, ne peut retenir ses larmes. « Comment avez-vous fait pour redevenir sa mère ?» La vieille dame sourit, un sourire empreint de tristesse et de sagesse. « Je ne suis pas redevenue sa mère. Je suis devenue quelque chose de nouveau, une mère qui partageait son enfant avec une autre femme qui l'aimait tout autant. » Le marché de Noël annuel de Marseille devient la toile de fond d'un tournant significatif. Hélaire, aidant au stand de poterie de Nathalie, est prise pour Françoise par une cliente âgée. La ressemblance physique qu'elle a niée devient impossible à ignorer. Ce soir-là, Hélaire accepte finalement de dîner avec Françoise, amenant à la fois Nathalie et Ruben pour se soutenir. La conversation est maladroite, mais nécessaire. Chaque femme naviguant soigneusement dans de nouvelles frontières. « J'ai l'impression de vous connaître, » dit la vieille dame à Hélaire, ses yeux plissés par l'âge, scrutant son visage avec insistance. « Vous êtes la dame des tissus, n'est-ce pas? Celle qui fait ces magnifiques écharpes teintes à la main. » Hélaire secoue la tête, un sentiment étrange l'envahissant. « Non, vous devez me confondre avec quelqu'un d'autre. »« Oh non, je suis sûr que c'est vous. » insiste la femme. « Vous avez le même sourire, les mêmes yeux. » « Françoise, c'est bien. » « Et ça ?» Le nom frappe Hélaire comme un coup physique. Elle jette un regard à Nathalie, qui a entendu l'échange et dont le visage reflète son propre choc. Pendant des semaines, Hélaire s'est accrochée à l'idée qu'elle ne ressemblait pas à Françoise, que rien en elle ne trahissait cette connexion biologique. Mais voilà qu'une étrangère la voit immédiatement. Plus tard ce soir-là, dans le petit restaurant aux murs de pierre près du port, les 3 femmes et Ruben sont assis autour d'une table ronde. Les bougies projettent des ombres dansantes sur leurs visages, soulignant tantôt une similitude frappante entre Hélaire et Françoise, tantôt les différences qui témoignent des années d'influence de Nathalie. « J'ai apporté quelque chose, » dit Françoise après que les entrées aient été servies. Elle sort de son sac un petit paquet enveloppé dans du papier de soie. « Tu n'es pas obligé de l'accepter, mais j'aimerais que tu l'aies. » Hélaire dévoile une écharpe en soie d'un bleu profond, teinte à la main dans des nuances qui rappellent étrangement la mer vue depuis Notre-Dame de la Garde. « C'est magnifique, » murmure-t-elle, touchant le tissu délicat. « La couleur, » explique Françoise, « vient d'une plante qui pousse près de l'endroit où j'ai grandi. Ma grand-mère m'a appris cette technique. Je voulais te donner quelque chose qui vienne de notre histoire familiale. » Nathalie observe l'échange, luttant visiblement avec des émotions contradictoires. Puis, avec une grâce qui surprend tout le monde, y compris elle-même, elle sort de son sac un petit paquet similaire.
Et voici quelque chose de notre histoire. Et familiale, dit-elle doucement, tendant à Heller un délicat pendentif en céramique émaillé dans les mêmes tons de bleu que l'écharpe. Ce moment, cette offrande simultanée de deux femmes qui aiment la même fille de manière différente, mais tout aussi profonde, devient un point d'ancrage pour tous les trois. Un moment où ils commencent à imaginer non pas deux familles séparées, mais une famille élargie, complexe et imparfaite. Alors que le printemps arrive, une seconde révélation fait surface. Françoise révèle qu'Heller a un demi-frère qui ne connaît pas son existence. Cette information envoie Heller dans une nouvelle spirale, tiraillée entre la curiosité et la loyauté envers Nathalie. Le frère, Victor, biologiste marin travaillant sur la restauration des coraux dans la baie de la ville, vit à son insu dans la même communauté depuis des mois. « Je l'ai eu 7 ans après toi », explique Françoise lors d'une promenade tendue le long de la corniche, avec un homme que j'ai épousé brièvement. Il ne sait pas que j'avais déjà eu un enfant. Personne ne le savait, sauf mes parents. Et ils sont morts maintenant. Et l'air s'arrête, regardant la mer scintiller sous le soleil de printemps. Alors il ne sait pas que j'existe? Tu ne lui as jamais parlé de moi? La douleur sur le visage de Françoise est palpable. Comment aurais-je pu? J'ai eu une fille que j'ai perdue pendant une inondation et que je n'ai jamais retrouvée. La douleur était trop grande, et l'air. Et après, plus les années passaient, plus il devenait difficile d'expliquer pourquoi je ne lui avais jamais dit. Cette explication, bien que compréhensible, ravive la colère qu'Heller croyait avoir commencé à surmonter. Alors quoi, maintenant? Oh, que tu m'as trouvé, tu vas simplement lui annoncer que, surprise, il a une sœur aînée? Ce n'est pas à moi de le lui dire, répond Françoise après un long moment. C'est à toi de décider si tu veux le rencontrer et comment. Je lui ai seulement dit que j'avais quelque chose d'important à lui dire, et il a accepté de venir dîner la semaine prochaine. Cette réponse surprend Heller. Pour la première fois, Françoise lui donne complètement le contrôle de la situation, reconnaissant son droit de décider comment et si cette nouvelle relation familiale devrait se développer. Les jours suivants sont un tourbillon de confusion pour Heller. Elle oscille entre la curiosité brûlante au sujet de ce frère inconnu et la terreur à l'idée d'une autre complication dans sa vie, déjà bouleversée. Nathalie, qui a traversé ses propres montagnes russes émotionnelles ces derniers mois, devient étonnamment sa conseillère la plus stable. « Tu n'as pas à décider tout de suite », lui dit-elle un soir, alors qu'elles partagent un verre de vin sur la terrasse de leur petit appartement. Tu as le droit de prendre ton temps, de te protéger. Heller regarde sa mère avec gratitude. Comment as-tu réussi à devenir si sage à ce sujet? Il y a quelques mois, tu pouvais à peine être dans la même pièce que Françoise. Nathalie sourit faiblement. Disons que j'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir. Et puis, j'ai réalisé quelque chose d'important. Quoi donc? Que tu es assez forte pour gérer cela. Que je t'ai élevée pour faire face aux tempêtes, pas pour les fuir. Elle prend la main d'Heller, et que mon amour pour toi est plus grand que ma peur de te perdre. Ces mots donnent à Heller le courage dont elle a besoin. Le jour suivant, elle contacte Françoise et lui demande d'être présente au dîner, avec Victor, mais de la laisser décider pendant la soirée si et quand révéler leur lien. Le dîner se déroule dans un petit restaurant du quartier du Panier. Victor, un homme de 30 ans aux cheveux sombres et au sourire facile, parle avec passion de son travail de conservation marine. Heller, qui s'est présenté simplement comme une amie de Françoise, est frappée par les similitudes subtiles entre eux, non seulement physiques, mais dans leurs gestes, leur façon de parler, leur passion pour leur travail. J'ai toujours été fasciné par la façon dont les coraux construisent leur colonie, explique Victor, ses yeux brillants d'enthousiasme. Ces minuscules créatures individuelles créent ensemble quelque chose de bien plus grand qu'elles-mêmes. Un écosystème entier qui soutient d'innombrables autres vies. Quelque chose dans cette métaphore touche Heller profondément. Elle échange un regard avec Françoise, qui hoche imperceptiblement la tête en signe de compréhension. « Victor, dit Heller, prenant une profonde inspiration, il y a quelque chose que ta mère et moi devons te dire.
La révélation est accueillie d'abord par le choc, puis par l'incrédulité, et finalement par une curiosité prudente qui reflète celle qu'Heller a elle-même ressentie des mois plus tôt. Alors que la soirée s'étire en nuit, frères et sœurs commencent le long processus de se connaître, de découvrir les points communs et les différences qui définissent leur relation naissante. Le festival de la récolte locale rassemble toute la communauté, avec des danses, traditionnelles et des compétitions. Nathalie remporte le premier prix pour sa poterie, mais dans son discours d'acceptation, elle reconnaît publiquement le rôle de Françoise dans la vie d'Heller, un geste qui touche tous les présents. La ville, initialement bourdonnante de commérages sur cette situation inhabituelle, commence à voir la beauté de ce concept de famille élargi. « Je voudrais remercier ma fille Heller, qui m'a toujours inspirée », dit Nathalie, tenant son prix en céramique sous la lumière dorée du soleil couchant. La foule rassemblée sur la place centrale écoute attentivement, beaucoup connaissant déjà l'histoire inhabituelle qui a captivé leur petite communauté. Et je voudrais aussi remercier Françoise Bertrand, dont l'art et la présence dans notre vie nous ont enrichis de manières inattendues. Un murmure surpris parcourt la foule. Beaucoup s'attendaient à ce que les deux femmes restent des rivales polies, pas à cette reconnaissance publique. Françoise, debout à l'arrière de la foule avec Victor et Heller, essuie discrètement une larme. Plus tard, alors que les musiciens jouent des mélodies traditionnelles provençales et que les couples tournent sur la piste de danse improvisée, les trois femmes se retrouvent assises ensemble à une table en bois usée, partageant une bouteille de rosé locale. « Je n'aurais jamais imaginé cette scène il y a 6 mois, » avoue Heller, regardant les danseurs. Ruben se trouve parmi eux, enseignant avec patience les pas à Victor, les deux hommes riant de leur maladresse. « La vie nous réserve parfois des surprises extraordinaires, » répond Nathalie, son regard se posant brièvement sur Françoise. « Parfois, ce que nous craignons le plus devient notre plus grande bénédiction. » Françoise hoche la tête, trop émue pour parler. Son regard se porte au-delà de la place, vers la mer qui scintille sous la lune. Pendant 30 ans, elle a regardé cet horizon, se demandant où était sa fille. Maintenant, elle n'a plus besoin de se demander. Cette soirée marque un tournant dans la façon dont la communauté perçoit leur situation. Ce qui était autrefois considéré comme un scandale intéressant devient une histoire que les gens racontent avec une tendresse croissante. Un exemple de la façon dont l'amour peut transcender les frontières conventionnelles de la famille. As-tu déjà vécu ou connais-tu quelqu'un qui a vécu une situation où les définitions traditionnelles de la famille ont été remises en question? Raconte-nous ton expérience dans les commentaires. L'été arrive avec le mariage d'Heller, qui approche, mais des difficultés financières menacent la célébration. Le lieu qu'ils avaient réservé fait faillite, gardant le raconte. Cela devient le 3e obstacle significatif pour Heller, qui a rêvé d'une cérémonie au bord de l'eau depuis son enfance. Dans un geste d'une générosité extraordinaire, Françoise offre la propriété de sa famille au bord de la mer, un endroit modeste mais magnifique qu'elle a hérité mais dont elle n'avait jamais parlé. « Je ne peux pas accepter », proteste Heller, lorsque Françoise lui montre la petite maison blanchie à la chaux, perchée sur une falaise surplombant une crique isolée à quelques kilomètres de Marseille. « C'est trop. Ce n'est pas un cadeau », répond Françoise doucement. « C'est un héritage. Cette maison aurait dû faire partie de ton enfance, les étés que nous aurions dû passer ici ensemble. Je ne peux pas te rendre ces années, mais je peux te donner cet endroit pour ton nouveau départ. » La propriété est petite, mais parfaite. Un jardin en terrasse descend jusqu'à une plage privée, des oliviers centenaires offrent de l'ombre, et une pergola couverte de bougainvilliers crée un cadre naturel pour une cérémonie. Alors qu'Heller explore les lieux, elle découvre un sentier caché menant à un jardin secret à mi-chemin de la falaise. « Ma grand-mère l'a planté », explique Françoise, la suivant dans le dédale d'herbes aromatiques et de fleurs sauvages. Elle connaissait toutes les propriétés médicinales de ces plantes. Elle disait que ce jardin pouvait guérir n'importe quelle blessure, physique ou émotionnelle. Heller s'agenouille pour toucher une plante aux petites fleurs violettes. Qu'est-ce que c'est? De la sauge,
pour la sagesse et la protection. Françoise sourit. Grand-mère disait que chaque marié devrait emporter un brin dans son bouquet. Ce qui frappait l'air comme un coup au cœur, c'est que ce jardin d'herbes, arrangé selon d'anciennes traditions provençales de guérison, reflète exactement le jardin que Nathalie a entretenu toutes ces années. Une coïncidence qui semble trop significative pour être ignorée. Lorsqu'elle en parle à Nathalie plus tard, montrant des photos du jardin sur son téléphone, l'émotion qui traverse le visage de sa mère est indescriptible. « Ma grand-mère aussi avait un jardin comme celui-ci », murmure Nathalie. « C'est elle qui m'a appris tout ce que je sais sur les plantes. C'est étrange, n'est-ce pas? Comme si quelque chose vous guidait vers moi toutes ces années. » Pour la première fois, les deux femmes envisagent la possibilité que la tempête qui a séparé Edler de Françoise n'était peut-être pas simplement une tragédie, mais aussi le début d'un chemin qui devait être parcouru. Les préparatifs du mariage transforment la petite maison côtière en un tourbillon d'activités. Nathalie et Françoise, qui auraient pu être des rivales, deviennent des collaboratrices, leurs talents complémentaires créant quelque chose de plus beau que ce que l'une ou l'autre aurait pu accomplir seule. Nathalie crée des pièces en céramique, personnalisées pour chaque invité, tandis que Françoise conçoit les décorations textiles qui transforment l'espace simple en quelque chose de magique. Victor, initialement réticent et confus, devient progressivement une partie intégrante de ces préparatifs. Il apporte sa connaissance de l'écosystème marin local, créant des arrangements qui incorporent des éléments de la mer d'une manière respectueuse et durable. Sa présence dans la vie d'Edler devient un cadeau inattendu, le frère qu'elle n'a jamais su qu'elle voulait ou dont elle avait besoin. Ruben, qui a observé la transformation de sa fiancée avec un mélange d'émerveillement et d'inquiétude, l'aborde un soir, alors qu'il marche pieds nus sur la plage. « Es-tu heureuse ?» demande-t-il simplement, serrant sa main dans la sienne. Edler regarde la mer, puis la maison éclairée sur la falaise, où les voix de sa famille élargie, Nathalie, Françoise, Victor, Ursula, Gisèle et d'autres, se mêlent dans l'air du soir. « Je suis plus que heureuse, » répond-elle. « Je suis complète. Le jour du mariage arrive avec le soleil projetant une lumière dorée sur la baie. Nathalie aide Edler à s'habiller dans une robe qui comporte maintenant des éléments des deux, mère, le voile en dentelle de Nathalie et la broderie de Françoise. Alors qu'elles attendent que la musique commence, Edler prend les mains des deux femmes et fait une déclaration. Elle ne choisit pas entre les mères. Elle embrasse le don extraordinaire d'en avoir deux. La cérémonie unit plus que juste Edler et Ruben. Elle guérit des blessures vieilles de plusieurs décennies et crée de nouvelles traditions. Nathalie et Françoise, autrefois des étrangères liées par les circonstances, échangent maintenant des regards fiers alors qu'Edler prononce ses vœux. La communauté est témoin de ce remarquable mélange de familles, enseignant à tous les présents que l'amour s'étend plutôt que de diviser lorsqu'on lui en donne la chance. Alors que le soleil commence à descendre vers l'horizon, peignant le ciel en teintes d'orange et de rose, les invités se rassemblent sous la pergola. Pour le dîner, les tables sont ornées des céramiques de Nathalie, les serviettes portent des motifs teints à la main par Françoise, et chaque centre de table présente un petit récif de corail vivant créé par Victor, un écosystème miniature symbolisant la façon dont des vies distinctes peuvent s'entrelacer pour créer quelque chose de plus grand que la somme de ses parties. Edler, rayonnante dans sa robe de mariée, observe cette scène avec un émerveillement tranquille. Il y a 1 an, elle pensait connaître exactement qui elle était et d'où elle venait. Maintenant, elle comprend que l'identité n'est pas quelque chose de fixe et immuable, mais un processus continu de découverte et d'intégration. Chaque nouvelle révélation, chaque nouveau lien ne diminue pas qui elle est, mais l'enrichit. Ruben se lève pour un toast, son verre capturant les derniers rayons du soleil couchant. « À ma magnifique épouse », dit-il, sa voix portant sur l'air calme du soir. « Et aux femmes extraordinaires qui l'ont façonnée, Nathalie, qui lui a appris la force et l'intégrité, et Françoise, qui lui a apporté une nouvelle compréhension de la persévérance et du pardon.
Notre famille n'est pas conventionnelle, mais elle est la nôtre, et je suis honoré d'en faire partie. Les invités lèvent leurs verres, beaucoup avec des larmes dans les yeux. Ce qui avait commencé comme un scandale a été transformé en une célébration de la capacité humaine à transcender les limites de l'amour conventionnel. Plus tard dans la soirée, alors que la célébration se poursuit, Heller annonce sa décision d'établir un programme de mentorat pour les jeunes femmes naviguant dans des situations familiales compliquées. Son parcours personnel a révélé son objectif, utiliser son expérience pour aider d'autres à trouver de la force dans des circonstances inattendues. Les 3 femmes se tiennent ensemble sous les étoiles, regardant des lanternes s'élever dans le ciel nocturne. Chaque lumière représentant l'espoir pour l'avenir plutôt que le regret du passé. Qu'arrivera-t-il à cette famille peu conventionnelle après cette nuit magique? Heller refuse de faire des prédictions, préférant laisser l'avenir se dérouler naturellement. Mais des graines ont été plantées, des graines de compréhension, de pardon et d'acceptation qui promettent une récolte abondante dans les années à venir. Alors que le dernier invité part et que la nuit enveloppe la petite maison sur la falaise, Heller trouve un moment de solitude sur la plage. Les vagues, douces lèchent le rivage, leur rythme ancien offrant un réconfort qu'elle a toujours cherché dans les moments difficiles. Derrière elle, elle entend des pas sur le sable, 2 paires de pas qui s'approchent lentement. Elle n'a pas besoin de se retourner pour savoir que Nathalie et Françoise l'ont rejointe, une de chaque côté. Ensemble, elles regardent l'horizon, sombre, où le ciel et la mer se fondent en une seule entité sans fin. « C'est étrange, » dit Heller doucement. « Pendant des années, j'ai eu l'impression qu'il manquait quelque chose, sans savoir quoi. Maintenant, je réalise que ce n'était pas quelque chose qui manquait, mais quelque chose qui attendait d'être trouvé. Pour Nathalie, le voyage de l'année a enseigné que la maternité n'est pas définie par le sang ou les documents légaux, mais par le choix quotidien d'aimer sans condition. Sa plus grande peur, perdre sa fille, s'est transformée en son plus grand cadeau, voir le monde et le cœur de sa fille s'épanouir. Alors que la dernière lanterne s'élève, Nathalie réalise que parfois, les choses les plus belles de la vie viennent des perturbations les plus douloureuses, et dans cette connaissance, elle trouve la paix. « Ce n'est pas la fin, n'est-ce pas ?» demande-t-elle, sa voix à peine audible par-dessus le son des vagues. « C'est juste un nouveau chapitre. » Françoise prend sa main dans un geste qui aurait été impensable quelques mois plus tôt. Un nouveau chapitre pour nous tous. Heller regarde ces 2 femmes qui ont façonné sa vie de manière si différente, mais également profonde. « Je pense que c'est ce que signifie vraiment la famille, » dit-elle finalement. « Non pas ceux qui partagent notre sang ou notre nom, mais ceux qui sont prêts à se tenir à nos côtés sur la plage à minuit, regardant les étoiles et imaginant les possibilités. » En regardant une dernière lanterne disparaître dans le ciel étoilé, les 3 femmes partagent une compréhension silencieuse, que l'amour, dans sa forme la plus pure, n'est pas possessif mais libérateur, pas exclusif mais inclusif, pas une force qui divise mais une qui unit. Dans ce moment de clarté parfaite, elles trouvent non seulement l'acceptation de leur passé partagé, mais aussi l'anticipation joyeuse de leur avenir commun. Félicitations! Tape 9 dans les commentaires pour me montrer que tu es resté jusqu'à la fin avec moi. Merci d'avoir regardé et à demain pour une nouvelle histoire sur cette même chaîne.